Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de venir continuer de vous réveiller avec nous, avec le goût des histoires, puisque c'est ainsi qu'a été titrée cette deuxième rencontre de la matinée ici sur le Forum des lecteurs, en ce jour 3 de la Foire du Livre de Brive 2019, toujours en partenariat avec Corrèze Télévision et retransmis sur la chaîne YouTube de la dite Corrèze Télévision. Vous pouvez nous suivre en direct également, et si vous arrivez en retard, vous pourrez également voir cette session en replay également sur la chaîne YouTube que je viens de citer. Alors je vous présente sans plus tarder les invités qui vont vous raconter les histoires qu'ils voudront bien vous raconter sur leur roman ou sur leur nouvelle, puisque c'est aussi pour une nouvelle que vous venez nous voir, Barbara Abel, qui se trouve qui ouvre le recueil Écoutez le Noir. Vous êtes une auteure qui nous venez de Belgique, vous venez très souvent dans l'Hexagone et c'est bienvenu, puisque vous avez très régulièrement des romans qui paraissent. Ça doit être à peu près tous les 18-24 mois si je suis tous bien... Tous les 18 mois, tout voilà. à fait. Ici, c'est une nouvelle que vous avez écrite à 2 cerveaux, 2 âmes, 4 mains avec Karine Giebel. Encore une fois, elle ouvre ce recueil qui a pour thématique de traiter d'une façon ou d'une autre, avant ou après, de la perte de l'audition, d'où le titre « Écoutez le Noir ». Noir parce que vous, votre façon de raconter le monde, c'est par le genre du roman noir, du roman énigme ou du roman policier, plutôt suspense psychologique pour ce qui vous préoccupe, depuis un certain nombre de romans. Un certain nombre de romans aussi, mais qui ont peu à voir avec le genre noir, mais avec d'autres façons de voir les fictions et de voir le monde. Pour ce qui vous concerne, Christine Havel, vous venez nous voir pour un roman sorti chez Buchet-Chastel en la rentrée littéraire dernière, donc il y a 2 mois, et qui s'appelle « Ici seulement, nous sommes uniques ». Le « ici » est important puisqu'il y a une importance du lieu, on le verra, et le « nous sommes uniques », c'est parce qu'il y a toute une bande de jeunes et en passage vers l'adolescence et vers l'adolescence, et c'est sur ce temps-là de leur vie, de notre vie, que vous faites le focus et que vous racontez leurs relations et leurs différents éveils et leurs différents troubles aussi, ce qui n'est pas sans lien avec la question de écouter, audition ou pas audition. Il est aussi question d'enfance et d'arriver dans l'adolescence, avec un chouïa plus de tragédie au départ, puisqu'il est aussi question d'enfance maltraitée pour ce qui est de votre dernier roman en date, Yves Violier, qui vient de sortir, qui est sorti au printemps 2019 aux Presses de la Cité et qui s'appelle « C'était ma petite sœur ». Ça, c'est donc aux Presses de la Cité. Je voulais commencer avec la question de la nouvelle et surtout du genre noir, puisque le goût des histoires, c'est « Il était une fois », le fameux « Once upon a time ». Et la façon dont on va choisir de commencer par un personnage, par un thème ou par une contrainte, par une tragédie, et comment est-ce qu'on en organise sa résilience, puisque c'est ça qui nimbe votre livre Yves Violier. C'est un peu comme le cinéaste, selon qu'il place sa caméra en haut, en bas, à gauche ou à droite, il a beau filmer la même chose, il racontera peut-être les mêmes faits, mais ne racontera pas la même histoire, puisque sa caméra ne sera pas au même endroit. Alors de ce point de vue, le genre noir, le genre du suspense, le genre du policier, c'est justement une façon de voir et de raconter d'une certaine façon. En quoi est-ce que l'autrice que vous êtes, Barbara Abel, est à l'aise justement et a choisi d'épouser cette façon de voir la fiction et de voir le monde, justement pour raconter ces histoires? Alors, je suis arrivée dans le thriller, polar, suspense... je vais dire presque par hasard, mais en fait, c'est vrai que c'était le genre d'histoire que j'aimais qu'on me raconte. Et je pense qu'on ne fait jamais mieux quelque chose que quand on aime le faire. Donc, du coup, je me suis assez naturellement portée vers le thriller, le suspense, le roman noir, le polar. Après, c'est vrai que moi, je pars souvent d'une situation. C'est toujours la situation qui m'intéresse. C'est toujours une scène ou un événement qui me parle et qui m'induit que cette situation va être assez riche pour être développée sur 400 pages. Alors ici, dans le cadre de cette nouvelle, c'était évidemment un peu particulier puisque déjà il y avait un thème qu'il fallait respecter. En plus, j'ai écrit la nouvelle avec Karine Giebel, donc et c'est la première fois que je fais ça, d'écrire avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'était un exercice tout à fait nouveau et donc hyper excitant, évidemment.
Ça s'est hyper bien passé. Bon, c'est vrai que Karine Giebel et moi, on se connaît très très bien. On a chacune des univers très différents, même si on écrit toutes les deux dans le genre du thriller psychologique. Et voilà. Et donc, la nouvelle s'est déclinée de manière assez naturelle. En plus, on a très vite choisi 2 groupes de personnages. Et donc, j'ai développé un groupe de personnages, et là, on a développé un. Et puis, on a mêlé notre histoire. Enfin, ça a été vraiment très agréable. Vous verrez, il y a entre autres une histoire d'accident qui provoque la question de l'audition selon où on se place. Christine Havel, vous, si je sais compter, c'est votre 5e roman. Il y a d'autres ouvrages aussi. J'en ai dit un peu le décor et les générations de personnages, etc. Qu'est-ce qui fait que, justement, pour revenir à cette question de le goût des histoires, que vous avez eu envie, vous, de raconter vos préoccupations, vos obsessions? Obsession dans le bon sens du terme, c'est beau, hein, une obsession pour un artiste et un écrivain. On parle toujours de nos obsessions. L'histoire. Alors, en l'occurrence, sur ce livre, en fait, moi, c'est venu de 2 choses. D'abord, d'une envie. Pour des raisons personnelles, parce que petite, j'ai baigné dans ce milieu-là. J'avais envie, depuis très longtemps, d'immerger un roman dans le milieu un peu dingue de l'archéologie. L'archéologie, c'est un milieu qui paraît très sérieux. C'est des gens qui passent leur temps, après tout, à faire des puzzles, hein, à collectionner des bouts de tessons qu'ils trouvent dans la terre et à les reconstruire, à essayer d'imaginer le passé. Donc c'est à la fois des scientifiques très austères, mais c'est aussi des gens qui sont un peu dingues. Et donc moi, j'avais ces souvenirs de gens que j'avais croisés, de dandys qui arrivaient dans des zones extrêmement arides, un dandy qui arrivait dans une voiture magnifique avec des gants noirs et un chapeau par 40 degrés, ou d'une famille un peu bourgeoise qui du jour au lendemain s'était convertie au nudisme. Et du coup, je me disais, finalement, c'est un milieu où les gens sont aussi un petit peu fous, et ce serait un matériau romanesque fantastique. Et ce qui serait aussi un matériau romanesque fantastique, c'est le chantier archéologique, parce que c'est quelque chose peut-être où on ne voit pas grand-chose tant qu'on creuse, mais on creuse vers le passé, et en même temps, c'est presque une zone, une surface un peu vivante, puisqu'on a très peu de temps pour découvrir un trésor, ou pas. Et à partir de là, j'avais aussi une image en tête qui est apparue. C'est un peu ce que vous disiez, c'est comme dans le cinéma, on a souvent une image qui démarre le livre. Et en l'occurrence, moi, cette image, c'était celle d'un enfant, d'un jeune, peut-être de 10 ou 11 ans, et qui, en plongeant dans l'eau, plonge aussi sous la terre et redécouvre le monde. Et j'imaginais ce groupe d'enfants soudés de toute nationalité qui, chaque été, se retrouvent sur cette même île grecque minuscule, un petit confetti, et qui connaît une enfance d'une intensité extraordinaire. Et évidemment, leur problème, ce sera à partir de là, comment on arrive à grandir et comment on arrive à se séparer de cette période extraordinaire où on disait nous et où on avait le sentiment d'être unique au monde, sur cette petite bulle merveilleuse. Yves Violi, alors vous, ça nous ramène dans le territoire de la Vendée en général, vos fictions. Ici, ça nous ramène surtout aux années 60, puisque c'est là que se situe le début des troubles qui vont provoquer la résilience, enfance maltraitée, adoption, etc. Pour vos histoires en général et pour celle-ci en particulier, qu'est-ce qui fait qu'il y a une envie ou un besoin d'en passer par la fiction pour raconter ça? Alors, tous mes romans, je les écris à partir de rencontres. Mon directeur littéraire chez Robert Laffont me disait toujours tu n'as pas une grande imagination, mais tu as un imaginaire fort. Et moi, j'ai besoin de la rencontre avec le réel. J'ai rencontré la Jeanne à qui j'ai donné voix dans le roman. Elle est venue me raconter son histoire. C'est son histoire. Et je lui ai dit dès le départ, je lui ai dit attention, je suis romancier. Vous me racontez votre histoire, elle m'intéresse, c'est une histoire de résilience, c'est ce que je voulais raconter, mais vous me laissez libre de l'écrire comme je le veux. Vous n'en lirez pas un mot avant que le livre paraisse, si vous ne me faites pas... Je n'ai pas écrit sa biographie du tout. Je suis allé me promener, j'ai besoin de faire comme pour le cinéma, d'aller faire mes repérages sur les lieux. Je vais là et je m'immerge dans l'univers de Jeanne et de ses petites sœurs. Et à partir de là, j'ai bâti leur histoire à partir de la Jeanne qui arrive au château des Marguerites, qui a 5 ans et qui s'imagine, après qu'elle ait déjà été en souffrance et qu'elle va trouver un nid
qu'elle va se... Et ça ne va pas du tout être comme ça que ça va se passer. Je pars à l'aventure avec elle, et ce qui m'intéressait bien sûr là aussi, c'est d'être cette petite fille. Je n'avais jamais écrit de roman à partir de la voix d'une enfant. Et donc ça m'obligeait, mon travail d'écrivain, ça m'a obligé à l'épurer, à écrire avec une langue très simple, mais qui dit autant que possible l'émotion. Je me suis senti constamment au fil de l'écriture, justement sur un fil, parce que l'adulte que j'étais devait trouver la voix de la petite Jeanne qui va découvrir qu'on la trompe et qui après va pendant sa vie d'adulte essayer de se reconstruire. Mais quand on a eu une enfance mal aimée, c'est difficile ensuite de suivre un chemin tout droit. C'est l'histoire de Jeanne. Donc le fait que les origines des maltraitances, etc., se situent dans les années 60 et que c'est à partir de là qu'on va remonter le fil, c'est parce que la Jeanne que vous avez rencontrée, votre source, comme on dirait, nous, les journalistes, c'est parce que son histoire à elle se passait à cette époque-là, ou c'est vous qui l'avez transplanté pour l'adapter? Là, j'ai quasiment gardé la même époque. Hein, et à une époque où on ne parlait pas de la DAS, on parlait de l'assistance publique, et où les enfants, ils devaient marcher droit. L'éducation qu'elle va recevoir avec Mademoiselle Eugénie, Mademoiselle Eugénie est persuadée qu'elle a bien élevé cette petite, mais ce qui a manqué, c'est l'amour. Et elle, c'est ce qu'elle aurait souhaité. Elle va le trouver quelquefois auprès du grand-père, mais... elle voudrait être... Ce qui va être tragique dans l'histoire de Jeanne, c'est quand elle va découvrir que sa toute petite sœur, elle va être choisie, elle va être adoptée, alors que elles sont 4 sœurs. Les 3 premières, elles, on va les jeter, et on va prendre la 4e. Et quand Mademoiselle Eugénie va avec la petite dans la voiture, la conduire à l'école, et qu'elle laisse les autres s'en aller à pied, faire les 3 kilomètres pour aller à l'école, là, ça n'est pas le romancier qui a inventé cela, c'est le réel. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, pour ce qui me concerne, c'est le détail vrai. Et je jette tout ce qui me semble... quelque chose de plus, une surcharge, pour ne garder que ces moments forts qui vont faire, qui disent combien la petite Jeanne regarde ça, et elle est effarée et elle est révoltée, parce que ça va être en même temps, ça, je dirais, ce qui va contribuer quand même à la construire, c'est quelqu'un qui se révolte. Ses autres sœurs, elles, vont rester dans le droit chemin. Elle va se révolter. Et quand je l'ai rencontrée, elle était encore révoltée. Et même quand elle a lu le roman, elle m'a dit, elle s'y est retrouvée. Elle m'a dit, vous auriez pu être encore plus dur avec Mademoiselle Eugénie. Sur cette notion de détail vrai que vous avez dit, alors surtout lorsqu'on se base sur une source ayant existé, et pour le ramener sur la question de la contrainte thématique qui était la vôtre dans ce recueil, Barbara Abel, justement, sur ce détail vrai, comment est-ce que vous avez construit cette histoire pour ce qui est de la trame que vous avez traitée, justement en prenant attention à ce que vous écriviez sur ce handicap et sur celui de ces 5 sens qu'on n'a plus lorsqu'on est malentendant ou sourd, pour que ça fasse justement bien détail vrai. Comment est-ce qu'on traite ça? Mais en fait, c'est un mélange de documentation, malgré le fait que le genre d'écrit que je rédige, c'est toujours fictif. Je dois toujours m'astreindre à être très très documenté, que ce soit dans le cadre de cette nouvelle ou même dans le cadre de mes romans. Par exemple, dans un de mes romans, j'avais un personnage qui était diabétique. J'ai vraiment fait un vrai travail de documentation sur comment vit-on le diabète, que ressent-on psychologiquement, comment est-ce qu'on aborde la vie avec ce genre de maladie. Et donc, dans ce cas-ci, dans le cas de la nouvelle, c'est vrai que c'est un peu compliqué
de se mettre à la place de quelqu'un qui n'entend pas, parce que moi j'ai traité les deux personnes sourdes. Et donc là, c'est vraiment un mélange de documentation, c'est-à-dire, bon, maintenant, aujourd'hui, il y a un outil absolument extraordinaire qui s'appelle Internet et qui nous donne accès à toute une série d'informations. Il y a des forums, il y a des articles, donc j'ai beaucoup compulsé ce genre de documentation. Et puis aussi, après, il y a l'imagination, il y a aussi le fait de se mettre à la place du personnage et d'interpréter. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire un parallèle entre mon métier de romancière, et j'y pensais d'ailleurs en vous écoutant parler, et le métier de comédien. Il y a aussi un travail d'interprétation, c'est-à-dire qu'on se met à la place du personnage, et d'une certaine manière, pendant qu'on écrit, il faut aussi ressentir la façon dont le personnage bouge, dont il parle, dont il pense, etc. Et ça se rapproche assez fort du métier de comédien. Et puis aussi garder à l'esprit que c'est une fiction, c'est pas un documentaire justement, le genre d'histoire que je fais, et qu'on essaye toujours de rester le plus proche possible de la réalité pour rester crédible, mais après c'est une histoire qu'on raconte, et dans ce sens-là, on a aussi le droit de trahir la réalité et de donner son point de vue en tant que personne, dans ce cas-ci, tout à fait entendante, même si je mets en scène des personnes qui sont sourdes, complètement sourdes, et qui n'entendent absolument rien. Je partage complètement ce que vous venez de dire. Il y a Aragon qui a employé un mot, il parlait du mentir vrai. Et c'est ça le travail du romancier. C'est tout à fait cela. Alors, pour ce qui est de votre dernier roman en date, Christine Havel, ici seulement, nous sommes uniques. Le travail de documentation a été haut, puisque vous travaillez aussi sur des enfants. Or, nous sommes tous des enfants, des enfants plus ou moins grands. Parfois, nous avons des enfants plus petits du coup, mais voilà, là pour le coup, vous allez chercher aussi en vous-même, voire peut-être en votre famille. Mais pour ce qui est du décor, de l'île grecque et du milieu des archéologues, justement, est-ce que là aussi, il y a eu, même si c'est le background, ça fait quand même aussi une dimension du roman, parce qu'on a quand même affaire à des parents qui s'occupent plus des sols qu'ils fouillent, donc en gros du passé des civilisations qu'ils fouillent, que de leurs propres enfants, donc du propre futur de leur famille et de la civilisation. Pareil, lorsque vous avez des sujets qui demandent de la documentation, comment est-ce que vous les travaillez, comment est-ce que vous les diluez dans une fiction qui va du coup valider ces informations-là? Oui, pour rebondir un peu sur ce que disait Barbara, moi je crois que c'est très important de donner à sentir dans un roman, pas seulement donner à voir, mais de donner tout ce qui est perception, de donner les odeurs, de donner les bruits. Et notamment, moi je voulais placer ce livre dans le décor de la Méditerranée et d'une île de Méditerranée. Et pour évoquer la Méditerranée, il ne suffit pas de parler du bleu de la mer ou du bleu de la couverture de ce livre, mais d'imaginer les odeurs de graminées, de penser au goût de la pastèque quand on croque dedans. Et du coup, je voulais vraiment travailler dans la langue, en fait, dans l'écriture, sur ces sentiments, sur ces sensations très physiques. Et notamment quand les enfants passent à l'âge adulte, justement, quand ils arrivent à l'adolescence. L'adolescence, c'est un moment où les corps sont un peu pâteaux, où on est beaucoup justement dans le ressenti et dans cette évolution du corps. Et il y avait par exemple un exemple tout simple où je me suis à la fois inspirée de ce que je connaissais, de toutes les discothèques que j'ai pu voir. Moi, j'ai passé mon enfance en Auvergne. Alors, c'était pas le Cardinal à Brive. Je crois que vous allez dire j'ai passé mon enfance en discothèque, mon adolescence en discothèque. En Auvergne, mais il y avait d'autres discothèques. Voilà, il y a la Grange au Bouc à Chambon-sur-Lac, quand même. Et donc, je me suis inspirée de ça, de cette fascination que représentent des lieux qui sont parfois très simples, très basiques. Et donc, j'imaginais que sur cette petite île grecque, au sortir de l'enfance, d'un coup, les adolescents découvrent un jour un bloc de parpaing très moche, et ils ne le découvrent pas simplement par la vue. Ils ne voient pas seulement ce scorpion violet qui brille au-dessus de l'entrée, parce que ça s'appelle le scorpios, mais surtout la première chose qui les attire vers ce lieu, c'est le boum-boum, c'est le tremblement de la terre, c'est ce boum-boum insistant des baffles qui les attire comme des papillons vers la lumière. Et ça, je voulais qu'on le sente physiquement. Je voulais que cette scène-là, par exemple, on ait envie de courir avec eux vers quelque chose que probablement en tant qu'adulte on trouverait extrêmement laid et inintéressant, mais qui pour eux représente la vie même et la promesse de tout ce que contient l'âge adulte, l'interdit, l'alcool, mais aussi le plaisir, le bonheur.
pour vos nouvelles et vos romans, parce que vous aussi, vous avez écrit des nouvelles, un recueil alors, qui a un titre qui annonce tout, L'Apocalypse sans peine. Oui, c'était un titre ironique sur des personnages obsédés par des petites folies du quotidien. Mais j'aime beaucoup la nouvelle, c'est effectivement un genre que je lis énormément et j'en publie aussi régulièrement dans des revues comme Décapage et pour la radio. Donc j'aime beaucoup ça. Alors, dans ces histoires courtes comme dans les histoires un chouïa plus longues, c'est quoi la première chose qui compte? Est-ce que c'est un personnage qui vous tient et puis vous tirez le fil, vous allez le raconter? Est-ce que c'est un décor, un lieu et puis ça va constituer le background et donc l'histoire? Ou alors est-ce que c'est un thème, alors qui peut être l'enfance, qui peut être l'adolescence, qui peut être la perte, qui peut être ce que vous voulez? En l'occurrence, par exemple, dans ce livre, alors c'est extrêmement variable, je dirais, en tout cas pour moi, d'une histoire à une autre. Il y a un fil comme ça, directeur, qui nous tombe dessus littéralement, et à partir de là, c'est le moment où on a envie d'écrire. C'est-à-dire on peut des fois mûrir une histoire pendant longtemps, mais tant qu'on ne trouve pas ce fil, tant qu'il n'y a pas ce petit déclencheur, moi, je n'arrive pas à me plonger dans l'histoire. En l'occurrence, par exemple, là, je voulais écrire l'histoire d'un groupe d'enfants. Et je voulais que ce groupe d'enfants dise « nous » dans le récit, parce qu'ils sont soudés. Et mon histoire commençait à avancer avec ce « nous ». Et puis d'un seul coup, il y a des personnages qui, presque malgré moi, ont pris la première place, ont voulu la lumière, ont voulu se détacher du groupe. Et notamment ce garçon qui commence à plonger, mais aussi sa petite sœur qui est un peu mutique, et qui en même temps prend des risques que ne prennent pas les autres. Donc il y avait des personnages comme ça qui s'éloignent petit à petit. Les gens dont vous avez parlé. Alors il y a Niso et Evie qui sont frères et sœurs et qui sont aussi opposés que peuvent l'être parfois un frère et une sœur, mais qui en même temps sont une sorte de petite bulle dans le groupe. Et puis Zach, qui est un garçon un peu étrange, assez rebelle, qui se distingue des autres parce qu'il se balade tout le temps nu, presque, et qu'il a surtout des cheveux incroyables, des cheveux presque crépus qui lui poussent sur la tête comme une sorte de jardin paradisiaque au milieu du jardin. Il est celui qui est le plus proche de la nature, mais qui est aussi celui qui deviendra le rebelle à l'adolescence et qui acceptera le moins les contraintes progressives que nous impose l'âge adulte. Parce que c'est un peu ça le drame, c'est qu'un jour il faut bien grandir. Chez vous, Yves Violier, comment ça se passe pour ce roman-là, mais aussi comme pour les autres, le premier déclic? C'est alors là, peut-être que c'est la fameuse Jeanne. Oui, la rencontre avec Jeanne. Oui. Mais sinon, c'est quoi qui déclique une histoire, thème, histoire, personnage? Je vous l'ai dit, c'est surtout des rencontres. On me raconte une histoire, j'ai envie d'aller tirer ce fil-là. Je ne sais pas, il m'est arrivé plusieurs fois de poursuivre la rencontre avec, et puis je n'ai pas la musique, je ne la sens pas, parce que je crois qu'un roman, c'est d'abord, enfin pour moi, c'est d'abord une musique. Aussi longtemps que je n'ai pas trouvé la musique, le ton juste pour la raconter, je n'arrive pas à avancer dans l'histoire. Donc parfois je les ai abandonnés, et puis d'autres fois, le précédent roman m'a emmené au Cambodge. Je suis parti avec les personnages là aussi du roman, là-bas, sur place, et j'étais encore avec eux dans l'avion, et j'aurais dit, attention, je ne sais pas encore si j'écrirai le roman, il va falloir que là-bas, le Cambodge, je le sente, qu'il devienne mon Cambodge, votre Cambodge, c'est une histoire d'émigration. Les thèmes de la résilience me tiennent à cœur, et là aussi, je voulais parler d'une émigration réussie. Hein, ils vivent en France aujourd'hui, et leur mère a été tuée par les Khmers rouges, donc je voulais aller là-bas sur place. Je partais avec un petit magnéto dans l'avion partout, j'enregistrais, et puis lorsque je me suis retrouvé à Phnom Penh avec les trois frères là, et qu'on est rentré dans ce qui était avant leur maison, qui était là habitée par d'autres, et que on est entré dans une pièce, et que ils m'ont dit, cette commode, elle était dans la chambre de ma mère. Ce bureau, c'était le bureau de mon père. Ils étaient effondrés, moi, avec eux. Je me suis dit, ça y est, j'ai mon roman, je l'ai là, j'ai l'émotion, je la partage. Et je dois vous dire que aujourd'hui encore, je n'ai pas écouté une seconde des enregistrements que j'avais fait avec eux. Tout s'était, à partir de ça, imprimé en moi. C'est comme ça que j'écris mes romans, à partir de... Et chez Barbara Abel, alors pour la nouvelle aussi bien que pour les romans, alors je disais
grosso modo suspense psychologique, avec souvent la famille, avec souvent une question de transmission, alors qui se passe pas bien, parce que sinon il n'y aurait pas le déclic noir dans la transmission. Il peut y avoir des questions d'interdit, genre avec le pétard pour ce qui est de Je t'aime, qui est le dernier roman. Il peut y avoir l'anorexie, comme vous l'avez dit, sur un livre précédent. Il peut y avoir différentes... Enfin, en tout cas, c'est souvent la famille, et d'une manière ou d'une autre, c'est du suspense psychologique, etc. Qu'est-ce qui démarre, justement, une envie de fiction chez vous? Est-ce que c'est un personnage dans la famille? Est-ce que c'est un trouble dans la famille? Est-ce que c'est un personnage en particulier ou une génération de personnages en particulier? Alors non, c'est jamais un personnage. En fait, c'est toujours... oui, c'est toujours la situation. Et le personnage va se construire autour de la situation. Par exemple, pour Je t'aime, c'est la mère qui rentre et qui trouve son enfant en train de fumer un pétard. Est-ce qu'elle va le dire au mari qu'il est en train de divorcer? Exactement. Ou pas? Voilà. Exactement. C'était et souvent c'est du vécu d'ailleurs. Voilà. Donc oui, là en l'occurrence, c'est vrai que je suis rentrée un jour à la maison et j'ai surpris mon fils avec un de ses copains. Et en fait, le truc, c'est que cet ami est le fils de ma meilleure amie. Et donc, il m'a supplié de ne rien dire à sa mère, ce que je ne pouvais pas faire. Et le dilemme a été absolument terrible. Donc voilà, j'en parle maintenant librement parce que c'est une histoire réglée. C'est vrai que... en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai il a tellement insisté, il m'a tellement promis que voilà, il ne fumerait plus jamais de sa vie, ce qui était un peu naïf de le croire évidemment, que j'ai accepté. Et donc, je me suis retrouvée à déjeuner avec sa mère, qui est mon amie d'adolescence. Et en plus, elle m'a parlé de ce problème-là. Et j'étais dans un état de tension et de dilemme absolument insoutenable. Et là, je me suis dit, bah, tiens, c'est un bon début de roman. Après, c'est vrai qu'il faut savoir le magnifier. Raconter l'histoire de deux copines comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, le mettre dans un contexte de famille recomposée, à savoir que un des personnages, la maman, rentre et découvre sa belle-fille, enfin, qui n'est même pas sa belle-fille, qui est la fille de son nouveau compagnon, dans cette situation, ça donne tout de suite une ampleur beaucoup plus dramatique. Après, il va évidemment, c'est que le point de départ, il va évidemment se passer un événement qui va tout chambouler. Et ce petit secret qu'elle garde, parce que en effet, les relations sont pas évidentes entre elles, parce qu'il y a des tensions, et qu'elle veut montrer à sa belle-fille qu'elle peut ne pas être tout le temps, enfin, elle n'est pas son ennemie, et qu'elle a aussi envie de développer une relation de complicité, et donc elle garde ce secret. Après, il y a cet événement dramatique qui va survenir à cause de cette addiction. Et voilà, et ce petit mensonge par omission prend des proportions absolument incroyables. Et c'est vrai qu'à travers ce roman, j'avais envie d'interroger aussi la limite de l'amour qu'on peut porter à l'enfant de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le schéma de la famille recomposée est quand même très très répandu. Et donc, on se retrouve avec des deuxièmes couples, enfin, de deuxième phase de couple, troisième phase de couple, où on refait sa vie avec une personne qui a déjà toute une histoire, qui arrive avec une sorte de packaging, c'est-à-dire ses enfants, son passé, son passif, etc. Et donc on est amoureux, on aime quelqu'un, mais il faut l'accepter avec tout ce passé. Et comment on aborde la relation à l'enfant de l'autre. Donc, en général, on essaye que ça se passe bien, on fait vraiment beaucoup d'efforts. Et il y a toujours, j'avais envie d'interroger ce moment, cette limite, où à un moment donné, forcément, face à une situation critique, on reprend ses billes, on protège sa propre tribu, parfois même au détriment de l'enfant de l'autre. C'était aussi cette situation qui m'intéressait. Alors, pour finir cette discussion, puisqu'on arrive au bout du temps imparti, ce que je voudrais savoir, et là c'est la même question pour vous trois, j'imagine que chaque nouvelle, chaque histoire, chaque roman est une pierre à cet édifice et qui décuple peut-être la confiance que vous avez en votre propre potentiel créatif, en votre propre dépassement, surpassement. Et je voulais vous demander à chacune et chacun ce que vos dernières fictions, nouvelles ou romans, ont apporté en plus et vont pouvoir générer en plus pour après. Qu'est-ce que vous avez appris sur ces questions familiales, handicap, maltraitance, adoption, résilience, etc.
Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça a apporté comme sonorité supplémentaire à votre gamme qui va pouvoir justement vous emmener encore plus loin pour après? Qu'est-ce que vous avez appris sur ces dernières histoires que vous avez publiées? Moi, je dirais que ce que j'ai vraiment essayé dans ce livre-ci, de faire un travail d'écriture que je n'avais pas fait avant, notamment de travailler avec un groupe de personnages et des personnages qui se croisent, et de travailler aussi sur plusieurs temporalités, puisque à la suite d'un événement inattendu, les enfants, 15 ans après, alors qu'ils ne sont jamais retournés sur l'île, vont revenir et revenir se croiser de nouveau. Et donc, c'était un petit peu compliqué pour moi, de prime abord, de me dire que j'allais travailler sur deux temps différents et des personnages qui se croisent comme ça. Et je pense que finalement l'unité que j'ai réussi que j'ai eu le sentiment de réussir à trouver malgré tout dans le ton et dans le livre m'aide à envisager des projets peut-être plus complexes que j'avais laissés un petit peu de côté et qui s'appuient sur un plus grand nombre de personnages ou sur des voix différentes. Donc je pense que effectivement, comme vous le dites, à chaque étape, c'est un petit peu comme traverser une rivière en lançant des cailloux et en sautant dessus. Donc chaque livre, c'est un petit peu ça et ça nous permet de progresser. Yves Violier. Oui, moi je partage tout à fait. Je pense que chaque livre doit être une prise de risque. Et on connaît relativement ses limites, mais si on pousse un tout petit peu plus loin, là, le compagnonnage avec Jeanne et avec tous ces enfants-là, et les difficultés des uns et des autres, les accompagner les uns et les autres, faire éclater le récit en étant avec Jeanne, en étant avec Eugénie, en étant avec d'autres personnages, m'ont permis d'aller plus loin dans, je dirais, de sonder les reins et les cœurs des uns et des autres et bâtir un récit qui mêle qui est à la fois au présent, au passé, qui passe du jeu aux îles. C'est un jeu subtil pour l'écrivain, c'est un plaisir, là, ce travail de construction, parce que être romancier, c'est construire une histoire. Donc ça, c'est intéressant, et je me dis, je viens de terminer mon prochain roman, je me dis que si je n'avais pas écrit C'était ma petite sœur, celui que je viens de terminer, je n'aurais sans doute pas pu l'écrire. Le sujet, je ne vous en parlerai pas, mais c'est un sujet très dangereux par les temps qui courent, et je voulais qu'on aime les deux héros du roman, sachant qu'a priori, ce sont des personnages détestables. Si je n'avais pas écrit... C'est un roman sur Daesh, c'est ça? Je ne vous dirai rien. Si je n'avais pas écrit C'était ma petite sœur, je pense que je n'aurais pas pu l'écrire, celui-là. Donc, c'est sûr, on saute d'une pierre à l'autre, on prend des risques supplémentaires, et c'est là le plaisir de l'écriture aussi. Barbara Abel. Moi, j'aime bien me lancer des défis au début de chaque rédaction de roman. Après, je les relève ou pas. Et en tout cas, pour Je t'aime, c'était écrire un thriller sans méchant et qui parle d'amour. Voilà, c'était mon défi. Et c'est vrai que j'ai essayé tout au long du roman de faire en sorte que on comprenne. Donc, il y a différents personnages qui vont finir par s'opposer et jouer les uns contre les autres. Mais finalement, en abordant leur point de vue à chacun, on les comprend et on se dit, en fait j'aurais fait pareil. Je les comprends tellement bien. Et donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour ce roman-là, en tout cas. Eh ben, merci d'avoir illustré vos préoccupations. Là, ça illustre bien. Là, c'est encore plus fort qu'au Cardinal. Merci beaucoup. Je remontre juste les ouvrages. Donc le recueil de nouvelles, c'est aux éditions Bellefond, avec entre autres la nouvelle écrite par Barbara Abel et Karine Giebel. Vous y trouverez aussi François-Xavier Diard, qui est un auteur présent ici cette année, Nicolas Lebel, qui est également présent, et plusieurs autres aux éditions Bellefond. Ici seulement, Nous sommes uniques, est paru chez Buchet-Chastel en cette rentrée littéraire, votre dernier roman en date, Christine Havel. Et pour ce qui vous concerne, Yves Violier, C'était ma petite sœur, aux presses de la Cité, paru en avril dernier. J'imagine que vous êtes tous les trois sur le stand des éditeurs que je viens de citer pour dédicaces et pour rencontres. Vous êtes à la foire jusqu'à ce soir? Oui, tout à fait. Moi, je pars en début d'après-midi, donc voilà, je suis là ce matin. Un peu moins de temps.
Yves Violier aussi jusqu'à ce soir. Merci beaucoup à vous trois, merci mesdames, beaucoup. messieurs, merci Non, à merci Corrèze à vous. Télévision. Vous pourrez retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Corrèze Télévision cette session. Merci à tous, c'est bon dimanche de jour 3, Foire du Livre de Brive 2019. Merci.